Nous allons aborder le cas mystérieux de la cagoule. Et nous devrions dire peut-être le complot de la cagoule, étant précisé que c'est Maurice Pugeot de l'Action française qui a rebaptisé ainsi le mouvement, puisque le vrai nom de l'organisation, c'était le CSAR, Comité secret d'action révolutionnaire. Bon. Cette petite analyse nous permettra de comprendre les erreurs de la cagoule, dont l'une des principales est d'avoir eu trop recours à l'homicide. Pourquoi ? Puisque l'Église n'autorise l'homicide que dans 2 cas. La peine de mort et la légitime défense quand c'est proportionnel. Or, la cagoule a fauté en appliquant l'homicide en dehors de ces situations. Rappelons tout d'abord, chers amis, le contexte dans lequel la cagoule est née. C'était un contexte de dépression pour le camp national et de grande crainte pour le pays. Pourquoi dépression pour le camp national ? Parce qu'il y a eu le 6 février 1934 ces émeutes contre la République, et le camp national a l'impression qu'il est passé à côté de l'événement, qu'il est passé à côté d'une opportunité historique. Et il y a énormément de rancœur à ce sujet, puisque le colonel de la Roque a fait semblant de participer au mouvement, c'est-à-dire qu'il a fait sortir ses troupes, mais il ne les a pas engagées très clairement, je dirais, dans l'insurrection. Et donc, sans ces troupes, les forces nationales n'ont pas pu prendre le Parlement. Donc, il y a beaucoup d'aigreur, de rancœur dans le camp national. En outre, suite à cela, la République, pour se défendre, a, je dirais, rendu l'existence légale des ligues beaucoup plus compliquée. Ce qui fait que beaucoup ont fait le choix de la clandestinité et d'autres ont fait le choix de l'institutionnalisation en créant des partis comme par exemple justement le colonel de la Roque. Le pays était lui dans un contexte de crainte car en janvier 1936, eh bien, des grèves éclatent. Mais pas n'importe quelle grève, des grèves avec occupation des lieux de travail et parfois même avec séquestration des employeurs. Le Front populaire va signer les accords de Matignon début juin 1936 pour arrêter le mouvement, mais le mouvement va continuer. Et il va falloir tous les efforts de la CGT et du Parti communiste pour finir par éteindre les braises. Mais en tout cas, on n'est pas passé loin de la Révolution, et il y a une grande crainte donc dans de larges strates du pays, car le pays a légitimement peur du communisme. Pourquoi ? Parce que le communisme, partout où il est allé, partout le communisme a massacré, partout il a appauvri, et partout, c'est encore plus grave, il a persécuté l'Église. Dans cette atmosphère révolutionnaire, un général, le général Lavigne d'Alvigne, rencontre début 1936 Eugène Deloncle. Eugène Deloncle qui va vouloir fédérer les forces nationales. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez mettre la pièce d'Eugène Deloncle ? Alors pour vous parler de lui, qui est un personnage fascinant, il faut le dire, hein, eh bien je vais vous citer quelques lignes d'un ouvrage du colonel Groussard. Le colonel Groussard qui était un résistant. Donc c'est intéressant de voir que c'est un résistant qui parle. Bon. Citation. Eugène Deloncle, dont on a souvent parlé à tort et à travers, appartenait assurément à la catégorie de ceux dont il est permis de dire qu'ils ont un passé. Très intelligent, séduisant sous beaucoup de rapports, il était de surcroît courageux et cultivé. En son jeune âge, maurassien fanatique, il avait milité vigoureusement dans les rangs des camelots du roi. Il était resté longtemps fidèle à cet idéal après la fin de la guerre de 14-18, où c'est un fait, il s'est magnifiquement battu. Alors, extrait de l'ouvrage de Philippe Bourdrel sur la cagoule au sujet de la guerre de Deloncle. Blessé, Deloncle est évacué du front le 28 septembre 1915 et est rappelé à l'école du génie maritime. Il est le premier de la promotion en 1917 et l'année suivante retourne aux armées malgré l'opposition du ministre de la Marne. Donc il y avait des planqués. Deloncle, c'est l'inverse. Lui, il fait tout pour revenir au combat. Il sert alors dans l'armée d'Orient comme officier d'état-major de son oncle, le général Grossetti. Il termine la guerre avec une citation à l'ordre de la 16e brigade d'artillerie
le 2 juillet 1916 et chevalier de la Légion d'honneur. En 1922, il démissionne de ses fonctions d'ingénieur du génie maritime. La carrière la plus brillante s'offre à lui, ingénieur au chantier et atelier de Saint-Nazaire. Il devient expert près de la cour d'appel de Paris pour les questions de navigation et siège comme administrateur dans 9 sociétés. Voilà, donc Comité central des armateurs de France, Groupe de construction français de Hollande, etc. Eugène Deloncle est donc une personnalité compétente, écoutée et bénéficie d'une situation financière très importante. Il lui serait loisible de mener avec sa femme, la belle Mercédès, une existence des plus confortables de grands bourgeois français, partagée entre son appartement parisien et sa belle villa du Touquet. Mais Deloncle a la politique dans les veines. Je dirais qu'il a la conspiration dans les veines. Donc, le colonel Groussard reprend. À vrai dire, cet homme était un aventurier né. Tout ce qui ressemblait à la monotonie, à l'embourgeoisement, l'étouffait. Et sans doute eût-il été un soldat splendide si on lui avait fourni l'occasion de combattre sans arrêt jusqu'au bout de sa course. Il se lança dans les affaires tout en continuant à militer au sein de l'Action française. Mais la marche du pays vers la gauche l'inquiétait de plus en plus. Il se persuada que si l'on n'intervenait pas d'une façon ou de l'autre, la France deviendrait à bref délai communiste. Or, tout ce qui était slave, et de plus tout ce qui était marxiste, Deloncle avait une horreur physique, une horreur agressive et toujours prête à se concrétiser en actes. Au début de 1936, rompant en visière avec l'Action française et ses chefs, qu'il jugeait trop mous, il monta une sorte de parti politique dont j'ai oublié le nom, et qui ne groupa qu'un nombre infime d'adhérents. Ce fut après cet échec que, partant du principe que la puissance du communisme résidait dans son organisation semi-occulte, il eut lui aussi l'idée de constituer une force souterraine. Pensait-il dès ce moment à l'utilisation d'une pareille force pour passer à l'offensive et au moyen d'un coup d'État instaurer la monarchie en France? Cela est très possible. Il avait un cerveau bouillonnant, les conceptions les plus variées s'y suivaient avec la rapidité de l'éclair, et il ne possédait aucunement le sens des possibilités. Voilà. Donc Deloncle, je vous expliquerai ça tout à l'heure, finira par se faire arrêter. Il est libéré peu de temps avant la guerre, et pendant la guerre, il fait le choix des collaborationnistes de Paris. Donc il va créer un mouvement ouvertement collaborationniste, c'est-à-dire encore plus collabo, entre guillemets, que Laval. Il va être l'un des créateurs de la LVF. Et il va être créateur également d'un mouvement qui s'appelle le MSR, le Mouvement Social Révolutionnaire. Donc il va être vraiment à l'avant-garde, je dirais, du collaborationnisme. Bon. Mais il va finir par se rendre compte qu'il s'est trompé. Et il va se disputer avec ses amis du MSR. Il va prendre des contacts avec des membres de l'Abwehr. L'Abwehr, ce sont les services secrets allemands, dont une frange était anti-hitlérien. Et avec eux, il va essayer de négocier, je dirais, un gel du front de l'Ouest en vue de rabattre les troupes allemandes à l'Est pour combattre le communisme. Voilà. Et donc Deloncle va prendre contact avec les Alliés, avec ces éléments dissidents de l'Abwehr. Il va faire des voyages en Espagne, etc. Il va finir par être pris la main dans le sac par la Gestapo. Et la Gestapo va donc vouloir l'emprisonner, voire même l'assassiner. Deloncle va mourir héroïquement au début du mois de janvier 1944. Que s'est-il passé ? Deloncle est alors chez lui, un matin, il dort avec sa femme. Un de ses amis, qui est également son secrétaire particulier, dont nous reparlerons, Jacques Corrèze, dort également dans l'appartement. À ce moment-là, il est dans la salle de bain. Et son fils, lui, qui a 16-18 ans, est en train de prendre son petit déjeuner dans la cuisine. 4 agents de la Gestapo entrent chez Deloncle, armés de mitraillettes, par la porte de service. Le fils, qui voit 4 hommes soudainement débarquer avec des mitraillettes à la main, panique. Il se rue dans la chambre de son père. Un des agents de la Gestapo arrive à passer son bras à travers la porte de Deloncle
et il tire à l'aveugle, et il va toucher grièvement le fils de Deloncle. Deloncle se rue sur sa table de nuit, et il y prend un revolver. Il arrive à sortir de sa chambre, et boum boum, il tue 2 agents de la Gestapo. Mais un troisième qui était là va tirer une rafale de mitraillette, et Deloncle va mourir sous les coups de cette rafale de mitraillette. Le résistant Lustono Lacco commentait ainsi les événements. Il a été tué par la Gestapo qu'il trahissait, et pour cela, parce qu'aussi il aimait passionnément la France, je le salue, chapeau bas. Citation encore du résistant, le colonel Groussard, un petit instant. La vie trépidante d'Eugène Deloncle se terminait ainsi, en beauté, face à ceux qu'il n'aurait jamais dû cesser de combattre. Il mourait des mains des ennemis de la France, les armes à la main. Combien parmi ceux qui l'ont traîné dans la boue seraient capables de mourir ainsi? Voilà. Donc, Eugène Deloncle a eu une mort héroïque, et je ne vous cache pas que j'ai récemment prié pour le repos de son âme. Je ne sais pas où il est, mais voilà. Donc Deloncle, à ce repas, vous disais-je, cette rencontre avec le général Lavigne d'Elleville, et il lui dit que voilà, il veut fédérer, début 1936, les différentes forces nationales. Fin février, un dîner est organisé entre le général, Deloncle, et 2 autres personnages, le colonel Groussard, dont je viens de vous parler, et le docteur Félix Martin. Qui sont-ils? Le docteur Félix Martin est un ancien camelot du roi, ancien combattant, qui fait du renseignement, notamment en liaison avec ce qu'on appelle le 2e bureau, c'est-à-dire les services secrets de l'armée. C'est un conspirateur né, le docteur Martin. Il a une vie fascinante. Le colonel Groussard, comme son nom l'indique, est un officier, et il appartient, lui, au réseau Corvignol. Le réseau Corvignol, je tiens à le dire, est totalement distinct de la cagoule. Ce sont 2 choses totalement différentes. Le réseau Corvignol a été créé par un membre du cabinet du maréchal Pétain pendant l'entre-deux-guerres, qui s'appelle le commandant Lustono Lacco, futur résistant, futur déporté au camp de Mauthausen. Et ce réseau vise à repérer les cellules communistes dans l'armée pour les dissoudre, pour les liquider. Voilà. Donc suite à leur dîner, un conseil supérieur va être créé avec Deloncle, Martin, etc. Et Deloncle, lui, après la victoire du Front populaire, va créer le fameux CSAR, Comité secret d'action révolutionnaire, qui est une nébuleuse de plusieurs groupes. Le docteur Martin nous disait à ce sujet que la cagoule n'était pas une société secrète, mais simplement une conjuration visant à mettre Pétain au pouvoir. Oui, le mettre au pouvoir, mais pourquoi? C'était pas très clair. Certains voulaient une dictature militaire, d'autres une restauration de la monarchie. C'était pas très clair. Et ça, c'est la 2e grande critique que je fais à la cagoule, c'est qu'il n'y avait pas un but catholique clairement défini. Le seul but catholique en cette matière, c'est la restauration des vrais principes. Voilà. Là-dessus, il y avait un flou, il y avait une ambiguïté qui n'était pas acceptable pour un catholique. Deloncle, lui, ne dit pas que la cagoule n'était qu'une simple conspiration. Pendant la guerre, il dira ceci: la cagoule est une franc-maçonnerie renversée au bénéfice de la nation, qui se présentait en forme de société secrète convenablement morcelée, séparées les unes des autres et s'ignorant les unes des autres. Voilà. Alors, petite description de la cagoule par le journaliste Pierre Péan. Tous les membres sont tenus à un secret absolu. Y déroger, signifie la mort. Les cagoulards usent et abusent des codes, des mots de passe, pratiquent le cloisonnement. Des groupes de combat sont armés. La cagoule dispose d'un état-major au sein duquel le docteur Martin assure la collecte du renseignement et un comité directeur chargé de prendre toutes les décisions politiques importantes. Alors, qui sont les principaux personnages de la cagoule? D'abord, Eugène Deloncle, donc Pierre Tiron, si vous pouvez remettre la photo. Il y avait le frère d'Eugène Deloncle, Henri. Ensuite, il y avait Jacques Corrèze. Donc, Jacques Corrèze, c'était l'ami de la famille Deloncle, le secrétaire de Deloncle. Pendant la guerre, il va intégrer la LVF. Et en décembre 1941, il sera devant Moscou. Il va revenir en France
va rejoindre Deloncle dans le MSR, et à la Libération, il va y avoir quelques problèmes. Il va faire quelques années de prison. Il sera libéré en 1949. J'oubliais, l'un des rôles de Corrèze dans la cagoule, c'était en gros de recevoir les serments de fidélité à l'organisation. Pardon. Mais donc, vous disais-je, à la Libération, donc, Corrèze est condamné, il fait 5 ans de prison, et on ne va pas le laisser tomber. Puisque, en 1949, il va être embauché par Eugène Schuller, le fondateur donc de L'Oréal, pour être le patron de L'Oréal en Espagne d'abord, ensuite en Amérique du Sud, et ensuite en Amérique tout court, donc également en Amérique du Nord. Donc, Jacques Corrèze va être l'un des principaux personnages de L'Oréal. Et il va contribuer à faire exploser L'Oréal aux États-Unis. Et à la toute fin de sa vie d'ailleurs, alors qu'il était atteint d'un cancer du pancréas, eh bien, on lui reprochera son passé, et Serge Klarsfeld, notamment, l'attaquera. Ce qui vaudra une petite punchline que j'ai évoquée à Pierre Tirmont, mais qui n'est pas légale, donc je ne la répéterai pas à ce micro. Voilà. Donc voilà pour le personnage de Jacques Corrèze. Ensuite, autre personnage, Pierre Tirmont, Gabriel Jeantet. Gabriel Jeantet, qui s'occupait pour la cagoule du trafic d'armes. Jeantet va intégrer le cabinet du maréchal Pétain pendant la guerre, et de là, il va nouer des liens avec différents groupes de la résistance. Avec Pétain et des fractions de l'Abwehr, pendant le premier semestre 1944, ils vont essayer d'organiser un attentat pour éliminer Hitler. Et Jeantet finira déporté à l'été 1944. Ensuite, il y a Jean Fiol. Alors Jean Fiol, si vous voyez sa photo, vous voyez qu'on n'avait pas envie de jouer à « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette avec lui. C'était pas un blagueur. C'est un ancien camelot du roi, il avait un passé pénal assez fourni, et la plupart des gens se mettent d'accord, enfin des chercheurs se mettent d'accord pour dire qu'il a lui-même assassiné un certain nombre de personnes lorsqu'il était à la cagoule, dans la cagoule. Pendant la guerre, Vichy, jugeant que Fiol est dangereux, le fait interner. Mais lorsque Vichy est éclipsé par l'État milicien début 1944, Darnan fait libérer Jean Fiol. D'ailleurs, Darnan, petite parenthèse, qui était lui aussi un membre de la cagoule, même s'il avait un rôle plus subalterne, je dirais. Et Fiol va s'engager dans la milice, et après la guerre, il va fuir la France, et il va refaire sa vie en Italie, et il va mourir, je crois, en 1975. Voilà. Ensuite, nous avons François Métainier. François Métainier était un industriel, mais son activité va finir par péricliter, et il sera en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères de la cagoule, pour négocier avec les Espagnols et les Italiens. Et il sera aussi l'organisateur d'un certain nombre d'attentats. Pendant la guerre, il va gérer un groupe paramilitaire résistant en 1940, qui s'appelle le GP, les groupes de protection, et il sera de ceux qui contribueront à faire arrêter Pierre Laval. La Gestapo lui fera payer, puisqu'il va faire près d'1 an de prison. Bon. Ensuite, pendant la guerre, il va nouer quelques contacts avec la résistance. Et il va devenir un ami extrêmement proche à la Libération d'un certain François Mitterrand. Et lorsque Métainier va mourir, en 1956, François Mitterrand se rendra à ses obsèques en sa qualité, enfin alors qu'il est, devrais-je dire plutôt, ministre de la Justice. Et enfin, autre personnage très important, eh bien nous avons celui dont nous avons déjà parlé, le docteur Félix Martin. Voilà, donc je vous invite à voir ses têtes. C'était quand même des sacrés personnages. Voilà. Alors on ne valide pas du tout ce qu'ils ont fait, c'est pas du tout mon propos, vous l'avez compris. Mais à l'époque, vous voyez, on avait quand même des Français qui avaient des vertèbres. Voilà, on avait quand même des Français solides. D'ailleurs, Deloncle avait une poignée de fer, il avait une poignée de fer, et quand il voulait mettre un coup de pression à quelqu'un, il lui serrait la main, et il lui disait « Nous sommes méchants ». Voilà, simple phrase, mais qui voulait en dire long, et il était pris au sérieux par son interlocuteur. Voilà. Alors la cagoule disposait de très puissants moyens financiers, puisqu'elle a été financée
par une frange du patronat qui était effrayée par la révolution que je vous ai décrite tout à l'heure. Bon. Grâce à ces... Alors, qui étaient les principaux mécènes de la cagoule? Le premier, c'était monsieur Pierre Michelin. Je précise que la famille Michelin était une famille catholique, qui a beaucoup donné à l'Église. Ensuite, il y avait le Maigre du Breuil. Ceux qui ont écouté mes émissions sur Pétain le connaissent, puisque le Maigre du Breuil a été de ceux qui ont contribué à organiser le débarquement américain en Afrique du Nord en novembre 1942. Le Maigre du Breuil était à la tête des huiles d'olive Le Sieur. Pierre Tirmont, est-ce que vous connaissez les huiles d'olive Le Sieur? Bon, voilà, c'est assez connu, me semble-t-il. Voilà, donc les huiles d'olive Le Sieur, ça a envoyé du lourd à l'époque. Bon. Et le troisième, c'est Eugène Schuller, le fondateur de L'Oréal. Voilà. Après, il y avait d'autres mécènes du patronat, mais ceux-ci étaient les trois principaux. Donc grâce à tous ces moyens, la cagoule va mettre en place une véritable organisation paramilitaire. On va regrouper des personnes capables de se mobiliser, on va créer des dépôts d'armes à Paris, en banlieue, à la campagne, des dépôts d'armes très importants, avec parfois des mitrailleuses. Bon. On va créer des prisons secrètes, des postes de commandement secrets, on va créer des véritables stages, si je puis dire, d'instruction militaire. Donc c'est une véritable organisation paramilitaire. L'idée est la suivante, c'est qu'il faut faire un coup d'État préventif contre un putsch communiste, je dirais, réel ou supposé. Et ce coup d'État vise à une occupation technique des lieux de pouvoir. C'est pour ça qu'on avait réuni ses troupes et ses dépôts d'armes. Et donc pour arriver à cela, la cagoule va faire toute une série d'attentats. L'idée, vous l'avez compris, c'est de créer un climat vraiment révolutionnaire. Bon. Alors quels sont ces attentats commis par la cagoule? Bon. Alors le premier a lieu le 24 octobre 1936, et un trafiquant d'armes qui s'appelle Maurice Juif va se faire assassiner. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec la cagoule, mais il tapait dans la caisse. Voilà. Et ça, c'était pas très bien vu. Et son complice, début 1937, qui s'appelle Léon Jean-Baptiste, va également se faire assassiner, étant précisé que pour les règlements de compte, la cagoule tuait à coups de baïonnette. Voilà. Ensuite, le 24 janvier 1937, la cagoule va faire assassiner le banquier franc-maçon et soviétique Navatchine. Pourquoi? Parce que la cagoule, de l'oncle en particulier, va demander au maréchal Franchet d'Espéré des moyens financiers et militaires. Et pour tester leur détermination, Franchet d'Espéré leur dit si vous êtes vraiment motivé, faites un crime de sang. Et donc ils ont désigné Navatchine pour cela. Ensuite, il va avoir lieu un événement étrange le 17 mars, qui est ce qu'on appelle le drame de Clichy. Que s'est-il passé ce jour-là à Clichy? Le colonel de Larocque organise une réunion publique dans un cinéma. Mais la municipalité étant socialiste, de gauche, le maire, avec d'autres forces de gauche, organise une manifestation, une contre-manifestation, pour justement s'opposer à la présence de Larocque. Les forces de l'ordre sont présentes pour éviter que la situation ne dégénère. De Larocque va sortir, et à un moment donné, parce qu'il y a des frictions entre donc les forces de police et les manifestants, et à un moment donné, un coup de feu va partir. Et là, ça explose en émeute. 6 morts côté émeutier, et à peu près 300 blessés. 2 morts du côté policier, et à peu près autant de blessés. Nous apprendrons par la suite qu'il y avait dans la foule de manifestants une vingtaine d'agents provocateurs de la cagoule, et ce sont très certainement eux qui ont, je dirais, allumé la mèche. Voilà. Le 29 août 1937, la cagoule va détruire 3 avions qui étaient destinés à l'Espagne républicaine, c'est-à-dire à l'Espagne barbare, à l'Espagne fanatique, à l'Espagne intolérante, à l'Espagne tueuse de prêtres. Nous reparlerons bientôt, chers amis, de la guerre d'Espagne à ce micro. Le 11 septembre 1937, la cagoule fait un double attentat sous faux drapeau, puisqu'elle fait exploser 2 bâtiments de l'équivalent du MEDEF à l'époque, et ce dans le quartier de l'Étoile. Donc
dans de très beaux quartiers, et malheureusement, 2 agents de sécurité vont mourir dans ces explosions. L'idée, c'était de faire croire que ces attentats avaient été faits par les communistes. Voilà. Début novembre 1937, un autre traître de la cagoule va être assassiné, un certain Louis Sallet, et mi-novembre, il va y avoir une tentative de coup d'État de la cagoule, qui est très peu connue, mais qui a été effective. Que s'est-il passé? Dans la nuit du 15 au 16 novembre 1937, Deloncle donne l'ordre aux troupes de se réunir au dépôt d'armes. Parallèlement, il essaie d'intoxiquer les antennes que la cagoule a dans l'armée pour leur faire croire à un putsch communiste. Et d'ailleurs, Deloncle, fin 36, avait rencontré Giraud, sans lui parler de la cagoule bien sûr, mais Giraud lui avait assuré qu'en cas de putsch communiste, on pouvait compter sur lui. Bon. Le futur général Giraud. Donc, 2 leviers sont activés, mobilisation des troupes et intoxication de l'armée. Sauf que les officiers vont quand même se renseigner et ils vont bien voir qu'il n'y a pas de putsch communiste. Voilà. Donc, voyant que l'armée ne suit pas, Deloncle va demander aux troupes de rentrer chez elles. Ce qui va donner lieu à une très forte altercation avec le fameux Jean Filleul. Le 23 novembre, 8 jours plus tard, petite parenthèse, les membres de la cagoule étaient traqués depuis un certain temps déjà, Max Dormoy, qui est le ministre de l'Intérieur de l'époque, va divulguer au public l'existence du complot de la cagoule, et ses principaux membres vont être tous progressivement arrêtés. Et ils seront libérés, la plupart d'entre eux, je dirais, au début de la guerre. Alors, quelle critique pouvons-nous faire de ce mouvement, chers amis? Le premier, je vous l'ai dit, un recours à l'homicide qui n'était pas acceptable. Le deuxième, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas d'objectif clair de restauration des valeurs principes. Abolir un régime révolutionnaire pour faire un autre régime révolutionnaire, même autoritaire, ça ne sert à rien d'un point de vue catholique. Le problème reste. Bon. Et le troisième, je dirais que c'est une surestimation des effets du complot sur l'histoire. Je m'explique. À quoi sert-il d'occuper les lieux de pouvoir, militairement, si la population ne suit pas? À rien. Parce que contrairement à ce que pensent les conspis, on ne gouverne pas sans l'assentiment des gouvernés. Cette phrase est de Marcel Decorte. Le système actuel, par exemple, tient parce que du haut en bas de la société, une masse suffisamment importante de la population soutient le système, aime le système, adhère à ses valeurs. On l'a vu avec le Covid. Les gens ont validé globalement. Bon. Donc sans conversion des âmes et des esprits, chers amis, on ne peut rien faire de profond et de durable. Un complot ne réussit que s'il est l'émanation d'une partie suffisamment importante de la société. Autrement, un complot, c'est de l'eau sur les dunes du Sahara. Voilà. Donc une politique contre-révolutionnaire sérieuse, en premier lieu, vise à convertir les âmes et les esprits. Sans ça, on ne peut pas faire changer les choses en profondeur. Monseigneur de Ségur en a mieux parlé que moi. Disons maintenant un mot pour conclure sur ce sujet. Pour conclure, disons un mot des ramifications entre la cagoule et L'Oréal. Parlons d'abord du fondateur de L'Oréal, Eugène Schuller. Eugène Schuller vient d'une famille très modeste. Son père était cordonnier avant de devenir boulanger. Et Schuller est né d'ailleurs dans l'arrière-boutique de la boulangerie de son père, une boulangerie alsacienne, qui était rue du Cherche-Midi. Mais Schuller va être un étudiant extrêmement brillant, un étudiant en chimie, je précise, et il va trouver des procédés de teinture de cheveux. Il va créer L'Oréal et faire très rapidement fortune. Il va devenir également un ami d'Eugène Deloncle, et pendant la guerre, il va financer le fameux MSR, le mouvement social révolutionnaire, mouvement collaborationniste. Bon. À la Libération, il va passer à travers la maille du filet, grâce à des témoignages de résistants, mettez des guillemets si vous voulez, et notamment de François Mitterrand et d'André Bettencourt, qui auront chacun des retours d'ascenseur. Voilà.
Mais Deloncle, enfin que dis-je, Eugène Schuller, semble-t-il, n'avait pas tout renié, et il était, semble-t-il, fidèle en amitié. Puisque, comme je vous l'ai dit, après la guerre, eh bien, il va embaucher dans L'Oréal Jacques Corrèze après que celui-ci sorte de prison, ce qui était quand même un acte courageux, hein, à certains égards. Bon. Et Jacques Corrèze, donc ancien de la LVF, je le rappelle, va devenir l'un des personnages les plus importants de L'Oréal, et c'est lui, je le répète aussi, qui va faire exploser L'Oréal aux États-Unis. C'est grâce à Jacques Corrèze que L'Oréal pèse autant aujourd'hui dans le marché mondial. Schuller va également embaucher le frère de Deloncle, Henri, et l'un de ses fils, Louis. Il va embaucher aussi le fameux François Métainier, dont je vous ai parlé, qui avait arrêté Laval, et qui avait organisé certains attentats de la cagoule. Et il va même embaucher, accrochez-vous, le fils de Jean Filleul le tueur, hein, dont on vous a montré la photo tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, c'était rigolo de rappeler ces liens entre L'Oréal et le complot de la cagoule.